Alors, avant de commencer, je vais vous rassurer tout de suite. Ce soir, il n'y aura pas de diaporama PowerPoint, pas de graphique incompréhensible, pas de discours de 2 heures. Je vous regarde du coup, pas de discours de 2 heures. Si vous êtes sympathisants et les filles, habitants de Saint-Jacques, curieux d'entendre ce que nous avons à vous dire, bonsoir et bienvenue. Merci d'être là. Ce que nous vivons ce soir, ce n'est pas un simple meeting. C'est un moment collectif. C'est un moment politique. C'est un moment populaire. Ici, à Saint-Jacques, on va faire quelque chose de rare. Quelque chose que certains ne sont pas capables de faire à 3 mois de l'élection municipale. Quelque chose que certains ne feront pas avant l'élection municipale. Ce soir, une liste va vous présenter un programme. Et là, je sais... Et là, je sais ce que certains se disent. Un programme ? Mais pourquoi faire ? Quand on fait campagne avec un programme et qu'on l'oublie, on l'oublie une fois qu'on a été élu. Regardons la municipalité actuelle. Une municipalité qui n'ose même pas afficher la couleur de son parti sur ses propres tracts. Oui, elle est dure à porter, cette étiquette Parti Socialiste. Ces derniers mois, ce PS-là, membre du nouveau Front Populaire, élu sur un programme de rupture, un programme clair, un programme de gauche, et qui votait le 10 décembre avec les macronistes et la droite, et qui votait encore ce soir d'ailleurs, avec les macronistes et la droite. Vous allez me dire, oui, mais ça c'est le national, c'est pas Saint-Jacques. Et vous avez raison. Très bien. Parlons de Saint-Jacques. J'imagine que vous avez toutes et tous lu l'article du Ouest France du 25 septembre, dans lequel Marie Ducamin expose son projet pour notre commune. Qu'est-ce qu'on y voit ? Un discours d'autosatisfaction qui prône la continuité. Un discours qui évite soigneusement de regarder en face les difficultés réelles vécues par chaque habitante et habitant. Se réfugier derrière un soi-disant bilan sans jamais en faire une analyse honnête, sans reconnaître les erreurs ni les échecs, c'est refuser le courage politique. C'est refuser le débat. Les grandes déclarations qu'elle fait dans cet article sur l'égalité, la justice sociale ou le service public, répétées comme des slogans bien rodés, sonnent creux lorsqu'elles ne s'accompagnent d'aucune mesure concrète. Et les projets annoncés, parce qu'il y en a, des projets concrets et factuels, c'est quoi ? C'est quelques aménagements isolés. Une construction au stade Allende ici, une place réaménagée là. Rien qui ne change réellement le quotidien. Rien sur le pouvoir d'achat. L'accès aux services essentiels, l'emploi, le logement. Autrement dit, aucun impact sur la vie des gens. Ce manque d'ambition, cette absence de vision, montre une incapacité à répondre aux enjeux actuels des habitants. On laisse les habitantes et les habitants avec les mêmes problèmes, sans perspective claire d'évolution et d'amélioration. Et ne nous trompons pas. Les autres listes ne font pas mieux. L'une se revendique citoyenne, très bien. Mais citoyenne comment ? Quelles sont les propositions concrètes ? Nul n'est capable de le dire aujourd'hui. Une autre, à droite, promet une ville plus festive, avec plus de sécurité. Là encore, des mots, des intentions. Mais où sont les solutions ? Tout cela est creux, vide de propositions concrètes. Saint-Jacques mérite mieux que des slogans et des effets d'annonce. En 2026, nous voulons autre chose. Des choix courageux, utiles et qui améliorent vraiment le quotidien. Un programme, ça ne sert que s'il existe vraiment, s'il offre une vision, s'il est tenu. Et surtout, ça n'a de valeur que si on a le courage de l'appliquer. Nous sommes la liste insoumise. Et notre engagement est simple, clair, lisible, non négociable. Ce sera le programme, rien que le programme, et tout le programme. Ça ne sera pas un menu à la carte, pas des promesses qu'on range dans un tiroir, pas de renoncement en douce. Depuis 1 an, on ne parle pas à votre place. On parle avec vous. Nous sommes comme vous, des Jacolandines et des Jacolandins. On est venus chez vous, dans vos immeubles. On a parlé dans nos quartiers, dans nos rues. On a frappé à vos portes. On a discuté sur le marché.
On a échangé lors de notre actage. On a lancé un sondage en ligne. Et surtout, on vous a écouté. Le programme de ce soir, ce n'est pas un document technocratique. C'est votre parole mise en commun. C'est votre vécu transformé en décision. Et ce programme, ce n'est pas une fin. C'est un début. Le début d'une ambition forte. Installer une démocratie municipale collective. Une démocratie où on ne vous consulte pas une fois tous les 6 ans. Une démocratie où les citoyennes et les citoyens décident, contrôlent et construisent. Nous, on ne se réveille pas à 3 mois de l'élection pour faire 3 réunions publiques à la va-vite. On ne fait pas semblant d'écouter. On écoute pour de vrai. Ce travail, ça fait 1 an qu'on le mène. Et aujourd'hui, on vous présente une trajectoire, un cap, une direction. Des mesures à court terme, à moyen terme, à long terme. Voilà pourquoi notre liste s'appelle « Tracer l'avenir de Saint-Jacques ». Ce soir, vous n'allez pas entendre des professionnels de la politique. Vous allez entendre, comme vous, des habitantes et des habitants de Saint-Jacques. Pas de média training, pas de phrases creuses, pas de langue de bois. Peut-être qu'on cherchera nos mots, j'en suis la preuve à cet instant. Peut-être qu'on hésitera. Mais ce que vous entendrez, c'est du vrai. Un collectif sincère, un collectif déterminé, un collectif qui n'a qu'une boussole, l'intérêt général. Alors sans plus attendre, je donne la parole à un Jacques Hollandin depuis plus de 20 ans. Il a travaillé dans notre centre social. Il est cofondateur de l'atelier Déclic, où l'art rencontre le social, où la création devient émancipation. Dimitri, notre tête de liste, va vous parler de notre cœur de projet. Redonner le pouvoir aux habitants, décentraliser la décision, parce que la démocratie, ça ne se délègue pas, ça se pratique. Dimitri, c'est à toi. Bonsoir. Alors, c'est ok, c'est bon. Alors oui, merci Jérémy. Alors comme le disait Jérémy, on est loin d'être des professionnels. Merci à tous et à tous d'être ici présents ce soir. Alors je vais commencer mon propos par une question. Une question qui me revient souvent quand une campagne politique commence. Pourquoi en politique on passe plus de temps à chercher un chef qu'à trouver des solutions? Peut-être parce qu'en politique, il faut faire comme je suis en train de faire ce soir, se mettre en avant. Et ça attire les gens qui ont des égos disproportionnés, voire même un plan de carrière. Alors je vais vous faire une petite confidence ce soir, je vais vous parler de mon plan de carrière. Alors vous inquiétez pas, ça ne va pas être long, parce que j'en ai pas. J'en ai pas tout simplement parce que je pense pas que la politique ce soit un métier. Et puis en vrai, je ne me suis jamais levé un matin comme certains en me disant je veux être maire, je veux que ma tête soit partout dans Saint-Jacques et je veux occasionnellement pouvoir couper des rubans. C'est pas franchement un truc qui m'anime, quoi. Mais si on en reste sur qui sera le chef, on rate l'essentiel. Comment on redonne vraiment le pouvoir aux habitants? Parce que le cœur de cette campagne, c'est pas moi. Le cœur de cette campagne, comme le disait Jérémy, c'est un collectif. C'est un programme. C'est une autre façon de faire de la politique. Et notre première mesure, elle va être simple, comme elle est radicale. C'est partager le pouvoir, mais le partager vraiment. Les études montrent que les classes populaires ne sont pas représentées, et qu'à l'inverse, les classes favorisées sont surreprésentées parmi les élus. Je vais vous donner un chiffre qui caractérise bien mon propos. Selon l'Association des maires de France, on compte 2,4% d'ouvriers et 6% d'employés chez les maires. Autrement dit, les ouvriers et les employés, c'est plus de la moitié des travailleurs. Mais ça représente qu'un maire sur 10. Nous, on veut casser ce filtre social. On veut que celles et ceux qui galèrent vraiment puissent être à la table des décisions. Partager le pouvoir du maire, ça sera notre première mesure. On s'engage à administrer la commune à travers un collège politique de 6 élus clairement identifiés qui prendront les décisions ensemble. Le maire, il sera juste un porte-parole de ce collectif. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Comme je le disais, c'est 6 élus référents qui vont conduire la mairie, c'est 12 adjoints pour suivre les dossiers et les politiques publiques, c'est des conseillers municipaux et citoyens de quartier avec un vrai pouvoir décisionnaire et économique. Et surtout des indemnités d'élus réparties de façon plus équitable. Aujourd'hui, à Saint-Jacques, il y a 33 élus.
27 de la majorité, c'est 12 000 euros d'indemnité par mois dépensés qui sont captés uniquement par l'exécutif. Rien pour les citoyens qui s'engagent, rien pour les conseillers simples. Nous, ce qu'on veut, c'est changer ça. Aujourd'hui, la démocratie, ça fonctionne un peu comme un club de CSP+, indemnisé en fait. Si tu es précaire, si tu galères, tu dois compter les euros, venir en réunion le soir et s'impliquer sans indemnisation, c'est compliqué. Et c'est toujours eux-mêmes qu'on demande de faire des efforts bénévoles, et en plus on les culpabilise. Les gens, ils viennent pas, ils se bougent pas, voilà. Nous, on proposera une logique simple. Pas d'indemnité uniquement pour l'exécutif, une indemnisation qui reflète le temps passé et le travail réel, et une orientation particulière aux situations sociales. On puisse par exemple tenir compte du quotient familial pour permettre à des personnes moins aisées d'assumer un mandat. Partager le pouvoir, c'est pas juste le partager entre élus, c'est aussi le partager avec celles et ceux qui font la ville, qui vivent la ville. Nous voulons des conseils citoyens de quartier composés d'autant de femmes que d'hommes, de citoyens et de citoyennes tirés au sort, de membres d'associations jacolandines et de jeunes de 17 à 20 ans qui sont adhérents d'une association de quartier. On veut que ces conseils ils aient un vrai avis renforcé sur les projets qui concernent leur quartier, qui disposent également d'un projet propre pour mener des actions sur leur territoire, des aménagements, des projets associatifs, des initiatives solidaires. Bref, qu'il se fasse des choses. Et surtout, chaque membre de ces conseils sera indemnisé pour sa présence en réunion. Parce que si on veut que tout le monde s'engage, il faut s'en donner les moyens. Ça peut permettre à une maman qui galère, par exemple, de pouvoir faire garder ses enfants le soir. Ça peut permettre à une personne qui est un peu court financièrement, de pouvoir pas choisir entre aller participer à la vie démocratique et que ça lui coûte de l'argent. Et puis surtout, ça reconnaît la valeur du temps citoyen au même titre que le temps politique. Nous proposerons du coup que ces indemnités, elles soient équitables et qu'elles soient adaptées aux situations sociales pour que ce soit un vrai levier d'égalité et pas juste un petit bonus symbolique. Redonner le pouvoir aux habitants, ça c'est la première de nos batailles. La deuxième, c'est reprendre du pouvoir économique. Et notamment avec les repas. La cantine a signé en 2022 un marché d'environ 1,5 million d'euros sur 4 ans, versé à un prestataire privé pour la restauration scolaire, pour nourrir nos enfants. Ça représente 380 000 euros par an d'argent public versé à une entreprise. Cet argent, il sort du budget communal, il sort du territoire et il alimente le chiffre d'affaires d'un groupe qui fait plusieurs millions d'euros par an. Nous, on propose la création d'une cuisine centrale municipale. On propose que cet argent il serve à créer des emplois, à travailler avec des producteurs locaux, à améliorer la qualité dans les assiettes de nos enfants, et au lieu d'alimenter des profits d'un acteur privé. Alors oui, c'est plus cher qu'un marché privé à court terme, mais à long terme, on y gagne. On y gagne en indépendance, on y gagne en qualité, en emploi, et en cohérence pour la relocalisation. Je savais que ça allait être dur ce truc. J'ai hésité à le mettre. Relocalisation. Vous êtes indulgents. Il n'y a rien à boire pour le monsieur là. La relocalisation de l'économie. On transforme une dépense captive vers un prestataire privé en investissement durable vers un outil public. Parce qu'une cuisine centrale, c'est pas seulement une cantine. C'est une porte d'entrée vers une économie locale et solide. Et on veut aller plus loin. On veut aller plus loin en créant un tiers-lieu qui deviendra la deuxième étage de cette mesure. Un tiers-lieu qui accueillera un incubateur de projets citoyens, porteur de sens, un lieu où les habitants viennent avec une idée, on peut les aider à la structurer, on les accompagne à trouver des financements, on les accompagne juridiquement, on travaille le réseau avec eux. Une épicerie à prix modulé, des prix variés en fonction des revenus et avec des produits de qualité et des produits locaux si c'est possible. Et un café citoyen avec une restauration sur place. Un lieu de vie, un lieu de rencontre, parce que la démocratie, c'est pas que des votes. C'est aussi un endroit où on se parle, où on se croise, où on construit. L'idée, c'est que tout ça fonctionne ensemble, avec les acteurs privés, les acteurs du territoire déjà en place. Chaque euro dépensé à Saint-Jacques pour l'alimentation sert d'abord à faire vivre notre territoire et pas à gonfler les marges d'un groupe. Et si on arrive à faire un peu d'ombre à Carrefour qui se gave littéralement sur le dos des jacolandins, on ne se gênera pas. Bref, un lieu où l'économie locale, la culture et la démocratie se croisent. Alors je vous rassure,
On va pas faire de Saint-Jacques une ZAD avec purée bio à volonté. Ce qu'on veut, c'est une mairie qui appartienne à ses habitants, une économie qui profite à celles et ceux qui y vivent, une démocratie où on ne vous demande pas votre avis seulement une fois tous les 6 ans. Alors, on ne sera pas parfait, c'est sûr on va se tromper, me connaissant c'est sûr que je vais me tromper, mais il y a une chose qu'on ne fera pas. On vous ne parlera jamais comme à des enfants à qui on demande de laisser faire les grands. Et je vais finir par une idée. Il n'y a pas d'homme providentiel. Il y a des peuples qui décident ou qui laissent décider à leur place. Comme le dit l'adage, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Ce soir, on ne vous demande pas d'applaudir. On vous demande d'entrer dans l'équipe. Rejoignez-nous, rejoignez le collectif. Merci. Le revoilà. Merci Dimitri. J'espère que ce début vous donne en tout cas envie de voter. Je vous invite à vérifier d'ailleurs si vous êtes bien inscrit sur les listes électorales. Sachez que ça peut se faire très rapidement, jusqu'à février, directement en ligne. Fin février. La prochaine intervenante, c'est Naïma, jacolandine depuis 22 ans. Aide-soignante de métier, militante passionnée au sein de Rennes Solidarité Palestine. Une femme qui n'a jamais eu peur de s'engager pour les autres. Ce soir, elle va vous parler de sûreté publique. Mais pas seulement. Elle abordera aussi la politique sociale. Elle vous partagera un objectif clair. Éradiquer les discriminations dans notre commune. Je vous invite à applaudir Naïma, s'il vous plaît. Bonsoir. Le micro. Voilà. Oui. Bon, je parle fort d'habitude, donc là vous m'entendez? Oui. C'est bon. Alors je n'ai pas l'habitude de prendre la parole en public. Alors oui, il y a du stress. Oui, il y a beaucoup d'émotions. Parce que ce que je vois devant moi, à travers vous tous, c'est une envie de vivre ensemble et de changer les choses et d'en finir avec un entre-soi politique. Mais surtout, il y a de l'enthousiasme, de la détermination et l'envie de porter un projet qui nous ressemble et qui vous ressemble. Et je peux vous dire une chose, moi ce que je ressens ce soir, c'est de la fierté. La fierté d'être avec vous, ici à Saint-Jacques, la fierté d'enfin agir, et on en est tous capables. Notre engagement repose sur 3 mots, 3 piliers, 3 directions. Tracer l'avenir, vivre ensemble et vivre mieux. Je ne vous balance pas des slogans juste pour la forme. Ce sont des mots, des lignes de conduite, des engagements et des objectifs. Tracer l'avenir par la planification écologique, par une vision politique à long terme. La mairie actuelle n'a pas d'autre projet que la gestion. J'en suis désolée. Vivre mieux, parce que pour nous, ce n'est pas normal de vivre avec autant de précarité et autant de difficultés. Le vivre ensemble, ce n'est pas juste habiter à côté les uns des autres. À cause de l'extrême droite, des médias, des stigmatisations et de la peur de l'autre qui est répandue dans notre société, on se parle de moins en moins. On est méfiant. On nous pousse à être fermés plutôt que solidaires. Je vis ici depuis 22 ans. J'ai vu cette commune évoluer, grandir, changer. Les habitants de Saint-Jacques sont pleins d'ambition et avec un grand potentiel. Ce sont eux qui font vivre la commune à travers le centre social, le théâtre et les petits commerces. Mais soyons honnêtes. Moi, ce que je vois, c'est une mairie absente, sur pause. Une mairie gestionnaire, routinière, déconnectée, enfermée dans ses acquis. Plus vraiment accessible et plus vraiment inspirante. Une mairie qui fonctionne en vase clos, loin de sa population. Les projets sont au ralenti. Ils ne répondent plus aux aspirations des habitants. Et vous le sentez dans votre quotidien. Qui est vraiment là pour vous écouter? Qui est là pour vous aider avec votre logement social insalubre? Qui est là pour soutenir durablement les jeunes, leurs projets? Ils disent toujours oui, oui, mais ça n'avance pas. Nous voulons remettre du mouvement, remettre du souffle, remettre du sens, et au moins, nous avons un programme pour le faire. Le vivre ensemble est constamment attaqué de tous bords. Et pourtant, le vivre ensemble, c'est quoi? C'est communiquer, réfléchir ensemble, partager nos idées, construire des projets communs.
améliorer notre quotidien. Pour créer le vivre ensemble, on a besoin d'un café citoyen où se retrouver, on a besoin d'animateurs et de médiateurs de rue. On a besoin d'affronter directement le racisme, le validisme et toutes les discriminations. On parle de plus en plus d'insécurité, et presque systématiquement depuis 50 ans, certains proposent toujours plus de répression, de police armée, de contrôle par l'intimidation, sans aucun résultat sur la tranquillité publique. Et sur une génération qui n'a plus confiance et qui est dégoûtée de la doctrine policière. Nous, ce n'est pas notre vision. Nous voulons parler de sûreté, pas de terreur. Nous voulons parler de tranquillité publique sans... Excusez-moi, je reprends. Nous voulons parler de tranquillité publique sans tension permanente. Nous voulons parler de justice sans stigmatisation. Parce que lutter contre l'insécurité, c'est empêcher de nouveaux clivages. C'est retisser des liens et restaurer la confiance. À titre personnel, toute ma vie de maman, excusez-moi, je vois mon fils, je décidais de faire des recommandations à mes enfants qui ne devraient pas avoir lieu d'être. Parce que oui, quand mes ados sortaient, et pas forcément de façon tardive, je les mettais pas en garde vis-à-vis de la police. J'avais constamment peur qu'ils soient contrôlés, stigmatisés, frappés ou pris pour cible. On ne devrait pas, en tant que parents, avoir cette peur-là. Ce n'est pas normal. C'est un enjeu majeur pour nous, c'est de lutter contre toutes les discriminations, le racisme, les amalgames, les exclusions, l'islamophobie du monde politique, propagée par les médias. Malheureusement pour eux, cette fois-ci, on ne restera pas sans rien dire. On ne restera pas à la maison murée dans le silence. Pourquoi ? Parce que nous n'accepterons jamais qu'une communauté soit désignée comme responsable de tout. On assiste à une instrumentalisation de la laïcité. Détourner son sens, utilisé pour opposer, pour fragiliser et pour stigmatiser. Et les pouvoirs en place n'ont pas su ou n'ont pas voulu défendre une laïcité juste, respectueuse et surtout pas à géométrie variable. Le résultat, une communauté divisée, méfiante et inquiète. Un sentiment d'insécurité qui ne s'installe pas que dans les rues, mais dans nos esprits. Pour nous à Saint-Jacques, l'insécurité, ce n'est pas la délinquance, c'est la police. Parce qu'il faut le dire, nos jeunes vivent un rapport difficile avec la police. Trop de contrôles répétés, toujours les mêmes profils, trop de comportements humiliants, de propos intolérables pour une police républicaine. Le fameux délit de faciès, équivalent à un racisme d'État. Beaucoup d'entre vous l'ont vu et l'ont vécu. J'ai moi-même été témoin, comme par hasard, il y a 2 semaines environ, d'un contrôle de police nationale sur la dalle. J'ai eu le malheur de m'approcher, d'intervenir. Et j'étais plus que choquée du vocabulaire utilisé, du ton agressif. J'essaie de communiquer avec eux, de comprendre, mais impossible. Alors ils m'ont moi aussi agressé verbalement. Et j'ai eu le droit moi aussi à mon contrôle de police. Contrôle d'identité, comme ils disent. À des réflexions déplacées et des sous-entendus de menaces. Pas de dialogue possible. Nous, ce que nous voulons, c'est une police de proximité pour restaurer ce dialogue. Une police en collaboration transparente avec la mairie. Une police qui protège sans discriminer. Une police qui restaure la confiance plutôt qu'une police qui distribue des contrôles et des PV comme des bonbons. Nous voulons une police à l'écoute des habitants face aux incivilités, aux agressions et aux discriminations. C'est possible, c'est nécessaire et c'est ce que nous ferons. Toutes les victimes de discrimination constituant la mairie partie civile des plaintes pour racisme, sexisme, validisme, LGBT-phobie, islamophobie et antisémitisme. Parlons maintenant de notre jeunesse. Nous ne voulons pas encadrer nos jeunes, mais plutôt les accompagner, les considérer et les valoriser, avec des médiateurs de terrain, des éducateurs, des professionnels formés et surtout un vrai travail d'équipe avec les acteurs sociaux. Nous voulons aussi revitaliser la vie associative. Sportifs, artistes, créateurs, innovants, la jeunesse de Saint-Jacques a du talent, énormément de talent. Il faut la soutenir en y mettant des moyens concrets pour leurs projets, pour l'accession au logement et surtout en tenant nos engagements jusqu'au bout. Il faut créer des espaces où leur potentiel peut s'exprimer,
un espace jeune complet et plus ambitieux. Vivre mieux, c'est une démarche pour tous. C'est d'abord lutter contre la précarité, comme Dimitri l'a expliqué, grâce à des solutions concrètes, solidaires et réalistes. Vivre mieux, c'est assurer la tranquillité et la sûreté publique pour chacun. Vivre mieux, c'est aussi prendre soin de la santé mentale. Alors on entend, ça commence un petit peu à venir, mais c'est un sujet qui reste encore bien trop tabou, trop invisible. Et pour cela, nous à Saint-Jacques, nous voulons des accompagnements psychologiques accessibles, visibles, avec des actions de prévention, une vigilance collective pour détecter les risques. Trop de personnes ont du mal à trouver une aide psychologique, qu'on soit un psy, nous voulons y remédier. Alors là, En tant que militante pour la cause palestinienne, depuis plus de 20 ans, je suis plus que fière des mesures de notre programme pour une commune en résistance pour la paix. Parce que dans le monde, la guerre tue. Et pendant que les bombes tombent, pendant que des enfants meurent, les puissants détournent le regard, marchandent, calculent et parfois même arment les bourreaux. Nous refusons ce monde-là. À Gaza, c'est un peuple entier qui est écrasé sous les bombes. Au Liban, la guerre s'étend, attisée par des logistiques impérialistes. Et que fait le gouvernement français? Il parle, il condamne du bout des lèvres, mais il continue de vendre des armes. Nous disons ça suffit. Nous exigeons un cessez-le-feu immédiat, total et permanent à Gaza et au Liban. Pas demain, pas après négociation, maintenant. Et nous exigeons un embargo total sur les livraisons d'armes au gouvernement Netanyahou. Parce qu'on ne prêche pas la paix en alimentant la guerre. Au Soudan, une guerre oubliée massacre les civils, dans le silence. Au Congo, des milliers de morts, des femmes violées, des territoires pillés pour nourrir les profits de multinationales et l'avidité néocoloniale. Ces peuples ne sont pas invisibles, ces peuples sont rendus invisibles. Alors nous disons que nos communes doivent devenir des bastions de la paix, des territoires de résistance populaire. Nous ferons voter des mentions politiques claires et assumées. Et nous hisserons les drapeaux des peuples opprimés, colonisés, bombardés. Parce que la neutralité face à l'injustice n'est rien d'autre qu'un choix pour l'oppresseur. Ils nous disent que ce n'est pas le rôle des communes. Quand la République trahit ses principes, le peuple reprend la parole à tous les niveaux. Nous n'acceptons pas un ordre du monde fondé sur la loi du plus fort, sur la guerre permanente, sur le mépris des vies. Nous sommes du côté du peuple, des peuples, du côté de la paix, du côté de la justice. Et qu'ils l'entendent bien, tant que les bombes tomberont, nous ne nous tairons pas. Nous ne promettons pas des miracles, nous ne vendons pas des illusions. Et comme Dimitri l'a dit, si on ne tient pas nos engagements, vous pouvez nous virer. En clair, nous proposons de la transparence, de la proximité et un engagement. Il l'avait pas dit. Il l'a pensé très fort. Très très fort. Voilà. Donc au clair, comme Dimitri nous l'a dit, nous proposons de la transparence, de la proximité et un engagement total pour remettre Saint-Jacques en mouvement. Ce meeting, c'est une demande envers vous. Tenez-nous responsables de traduire ces mots en actes. Nous avons besoin de vous pour le faire. Parce que tout ce qui est fait sans nous est fait contre nous. Les habitants de Saint-Jacques ont le droit à une mairie qui les écoute, une mairie qui agit et qui tient ses engagements jusqu'au bout. Une mairie en rupture avec la police gestionnaire et passive. Et ce soir, je vous le dis, nous sommes prêts. Parce qu'encore une fois, nous avons un programme. Donc je vais profiter de cet instant pour expliciter ce qu'a dit Naïma, c'est que dans notre programme, que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur Internet, sur notre site lfi-saintjacques.fr, il y a en fait la possibilité d'un référendum révocatoire. Si on ne tient pas notre parole, bah vous pouvez nous mettre dehors, comme a dit Naïma. On s'engage là-dessus. Merci Naïma. Merci Naïma. Et maintenant, place à Romain, professeur des écoles, animateur expérimenté, quelqu'un qui est soucieux de l'avenir de nos enfants.
Investir dans la jeunesse, ce n'est pas un slogan. C'est un devoir citoyen. Les 0-29 ans représentent 44% de la population de notre commune. Notre responsabilité est donc immense. Romain va vous présenter notre projet concret pour la jeunesse, pour que chaque jeune puisse grandir, apprendre et s'épanouir dans notre vie. Romain, c'est à toi. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Donc c'est moi qui suis chargé de vous présenter notre programme dans le domaine de l'éducation, de la jeunesse et de l'enfance. Et avant de vous parler de mesures concrètes, j'aimerais vous parler de deux idées un peu théoriques. J'espère que vous m'excuserez pour ce passage. Vous savez que je suis enseignant, Jérémy vous l'a dit, donc je peux avoir tendance, comme tous les enseignants, à m'écouter parler. Faites-moi signe si c'est trop. La première idée, c'est celle de municipaliser l'action municipale. Voilà, et là vous vous dites, je suis venu un mardi soir ici pour écouter des évidences. Je m'explique. Effectivement, c'est évident, les moyens du commun doivent aller à l'action commune. Et on ne devrait jamais faire ni de bénéfices ni de marge sur les actions en direction de l'enfance ou de la jeunesse. Eh bien malheureusement, ce n'est pas le cas à Saint-Jacques, et nous allons y remédier. La seconde idée que je vais vous présenter, c'est un concept élaboré par Élise et Célestin Freinet, deux pédagogues communistes français du XXe siècle, dont la pensée m'est chère dans ma pratique quotidienne. C'est l'idée de penser l'éducation comme une expansion du domaine du possible. C'est-à-dire que l'éducation, c'est la transmission de techniques de vie, d'outils intellectuels, de compétences sociales, de moyens expressifs qui permettent à l'individu d'agir sur le réel, d'élargir son champ d'expérience et de libérer sa puissance de vie. En d'autres termes, l'horizon de l'éducation est donc l'horizon d'une politique d'éducation à quelque niveau que ce soit, c'est l'émancipation, la protection, le soin. Et c'est le fil rouge de notre pensée. Alors, entrons dans le vif du sujet. Plus concrètement, ça veut dire quoi ? Municipaliser l'action municipale, ça veut dire que nous refusons les financements d'intérêts particuliers et privés. Ça veut dire que nous refusons de financer ou de subventionner des écoles privées en dehors de la commune. Ça veut dire que nous refusons de subventionner les associations confessionnelles. Ça veut dire que nous refusons que des profits soient faits sur la vie de nos jeunes et de nos enfants. Aujourd'hui, les repas de cantine de Suzanne Lacor, de Gabriel Péry, d'Olympe de Gouges, d'Eugène Potier, soit près de 1200 élèves, sont organisés dans une logique marchande. Nous refusons de permettre à des entreprises privées de faire des marges sur l'éducation et sur l'alimentation des enfants. La cantine, c'est un moment simple. À midi, un repas chaud, le même pour tous les enfants, dans un cadre collectif, parfois bruyant, c'est vrai, mais c'est parce qu'on a des choses à partager, des expériences à vivre. C'est aussi à la cantine qu'on grandit. La qualité de ce qu'on y sert, ça doit être exemplaire. Et franchement, je vous le demande, est-ce que vous pensez que vos enfants mangent mieux lorsqu'ils sont nourris par des entreprises dont l'objectif est de faire des marges ? Est-ce que vous pensez que le capitalisme se soucie de la santé et de la bonne alimentation de vos enfants? C'est une question rhétorique. Alors, de deux choses l'une. D'abord, la cantine municipale peut être, si on s'en donne les moyens, un outil puissant pour lutter contre la précarité alimentaire. Alors qu'aujourd'hui en France, c'est près d'un Français sur 6 qui déclare manquer parfois de nourriture pour des raisons financières. Plusieurs millions de personnes qui recourent chaque année à l'aide alimentaire. Et c'est un phénomène qui pèse particulièrement sur les jeunes, les familles précaires, les étudiants. Ensuite, et selon moi, par principe, par respect de la promesse républicaine de toutes et tous à l'école, le premier centime de marge fait sur l'alimentation des enfants, c'est un centime de trop. Jamais aucun bénéfice sur l'école de la République.
ce genre de pratique, ce sera sans moi, ce sera sans nous, et j'espère, ce sera sans vous. Alors c'est vrai que je vous présente de nombreux refus jusqu'ici, avant de vous parler de ce que nous on veut, mais refuser qu'on fasse des marches sur l'enfance, c'est pas dire non à l'action, c'est rendre possible enfin une action juste. Élargir le champ des possibles, c'est d'abord protéger. Il y a quelques jours, le président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine a démis de ses fonctions de délégué à la protection maternelle infantile Régine Comocoli. Cette femme incroyable que peut-être vous connaissez, parce qu'elle a osé dénoncer les conditions de vie indignes des mineurs isolés du campement de Morpa. La protection de l'enfance, c'est pas une affaire de tête du client. Ça ne doit jamais dépendre de l'origine des enfants, de leur couleur de peau ou de leur statut migratoire. D'où qu'ils viennent et quelle que soit son histoire, chaque enfant est protégé par la Convention internationale des droits de l'enfant. Aujourd'hui en France, les violences éducatives de toutes sortes, c'est au moins 2 enfants par classe. Et ces 2 enfants, ce n'est pas des abstractions. Ce sont des personnes, des visages, des personnalités qui se construisent. Et j'en sais quelque chose, quand on est enseignant, quand on est animateur, on vit dans la vigilance, dans l'angoisse de ne pas voir, de ne pas comprendre et de faillir à sa mission. Dans une classe, dans un centre de loisirs, l'inquiétude fait aussi partie du quotidien. Un silence, un changement de comportement, une alerte sans certitude. Et pour lutter, nous avons besoin de toute la communauté éducative. C'est pourquoi nous proposons de former tous les personnels de la ville en contact avec des enfants et des jeunes aux violences éducatives et sexuelles. Nous les formerons également aux discriminations et à la vie affective et sexuelle. Car un enfant qui connaît son corps, une enfant qui connaît son corps, à qui on a appris qu'il est le seul maître ou la seule maîtresse de son consentement, c'est un individu mieux protégé face à la domination, c'est un individu plus autonome, en un mot, plus émancipé. J'ai fait tourner. Et j'ajoute ceci, il n'y a que l'extrême droite pour refuser ce genre d'éducation. Pour moi, celles et ceux qui refusent ces apprentissages aux enfants, ils ne veulent pas former des citoyens qui seront un jour leurs égaux, mais des individus à dominer dans un territoire de chasse dont ils se considèrent les maîtres. Élargir le champ des possibles, c'est également nourrir mieux, nourrir bien. C'est une erreur de penser que l'école doit s'occuper uniquement de la formation des esprits. Nourrir convenablement nos enfants et nos jeunes, ce n'est pas un projet annexe que l'on remplit si on peut, si on veut, si on a le temps. C'est une condition préalable. Un enfant qui a faim, c'est un enfant qui n'a pas les mêmes chances de réussir que les autres. Les études sur les apprentissages le montrent. C'est une fatigue chronique, une moindre disponibilité attentionnelle, des atteintes au développement cognitif, des troubles de la concentration, des problèmes de santé qui affectent la scolarité. On ne peut pas construire un gratte-ciel sur du sable, on ne peut pas donner les mêmes chances que les autres à un enfant qui a faim. À l'heure où explose dans notre pays l'épidémie de diabète, où augmente l'obésité à cause de la précarité alimentaire, où les prix de la nourriture grimpent, ce ne sont pas les familles qui choisissent la malbouffe, c'est la malbouffe qui s'impose à elles. Et c'est ainsi que la précarité alimentaire nourrit à la fois la faim, l'obésité et les maladies chroniques. La cantine, c'est pour certains enfants le seul repas complet de la journée. La municipalisation de la cantine, sa gratuité pour les plus pauvres, c'est un outil de justice sociale qui est dans les mains du pouvoir municipal. C'est également un outil au service de l'économie locale, car 1 euro investi en circuit court, ça génère jusqu'à 2,50 € de retombées économiques. Ça permet d'avoir la main sur la réduction des déchets plastiques, sur le gaspillage alimentaire, sur la transformation de notre agriculture par la commande publique. Finalement, municipaliser la cantine, c'est permettre à tous nos enfants de profiter de la promesse républicaine d'égalité qui leur permet d'élargir leur champ des possibles.
Enfin, élargir le champ des possibles, c'est donner du temps et de l'espace aux jeunes. Alors, un mot sur les jeunes parents d'abord. Une commune qui les laisse seuls face à la garde des enfants organise l'inégalité dès le départ. Sans garde, pas de travail, pas de mobilité, pas d'engagement. Et cette inégalité, elle frappe d'abord les femmes, d'abord les familles monoparentales. C'est pourquoi nous nous proposons de développer l'offre de crèche et de mettre en place un guichet unique dédié à la garde d'enfants, transparent, car l'opacité dans les attributions de place nourrit le sentiment d'injustice. Aujourd'hui, 1 jeune sur 3 est engagé dans une activité bénévole associative, 1 jeune sur 3 a déjà participé à une manifestation dans l'année, et près d'1 jeune sur 2 a signé une pétition dans l'année. Les jeunes ne sont pas des fainéants, ils sont engagés, ils veulent s'insérer, ils veulent trouver leur place, ils veulent agir. Or, à Saint-Jacques-de-la-Lande, c'est près d'1 habitant sur 2 qui a moins de 30 ans. Mais ces jeunes sont précarisés, entravés. Quand on consacre une grande partie de son énergie à chercher un logement, à aller d'un emploi précaire à un autre, à gérer des démarches de toutes sortes pour tenir, il reste trop peu de temps pour se projeter, pour s'engager, pour simplement respirer. En Ille-et-Vilaine, près de 15% des 15-24 ans sont au chômage. Sur le territoire de Rennes Métropole, comme vous le savez, les loyers sont chers, le parc locatif est saturé. Chez les jeunes adultes, la dépression n'est plus marginale. On parle d'1 jeune sur 5 chez les 18-24 ans, avec un non-recours aux soins massif. De nombreux jeunes sont intéressés par la mobilité internationale. Mais la part des jeunes qui vit effectivement cette mobilité est très fortement corrélée à la classe sociale. Ces problèmes sont des problèmes politiques, qui appellent des réponses politiques. La fragmentation des espaces d'accueil pour les jeunes nous empêche de travailler sur le temps long et dans la continuité avec les enfants, puis avec les jeunes. C'est pourquoi nous proposons de municipaliser le secteur jeunesse, de l'intégrer dans un grand service de l'enfance et de la jeunesse. Nous proposons d'investir le manoir comme nouvel espoir, comme nouvel espace. Ouais, comme nouvel espoir. Ouais. Je vais changer immédiatement. Dans lequel on pourra parler emploi, on pourra parler logement, on pourra parler santé, on pourra parler mobilité. C'est un projet ambitieux à la hauteur de l'enjeu. De plus, afin de répondre plus spécifiquement aux problèmes de logement que rencontrent les jeunes, nous réserverons du foncier sur la commune pour eux, nous prendrons des arrêtés anti-expulsion et nous développerons l'accès à la propriété non spéculative. Parce que donner du temps, donner de l'espace aux jeunes, c'est libérer l'engagement de la jeunesse. Cet engagement, il nous permet de construire la société fondée sur l'entraide que nous voulons voir advenir. Maintenant, je voudrais vous parler de méthode dans la décision publique et prendre le cas précis des rythmes scolaires. Alors, les rythmes scolaires, pour ceux qui ne sont pas parents, ou pas animateurs, ou pas enseignants, c'est de savoir si à l'école c'est 4 jours et demi. Donc à Saint-Jacques c'est 4 jours et demi. Dans 86% des communes en France c'est 4 jours. Il y a des arguments pour les deux. Mais mon point c'est pas celui-là. Les rythmes scolaires imposent à la société un rythme. Ils rythment, cadencent, si j'ose dire, et mettent en musique la vie de la société tout entière. C'est un enjeu politique complet au sens noble du terme. Les rythmes scolaires, ça vous impacte en tant que parent, parce que ça influence quand vous vous levez le matin pour déposer vos enfants à l'école, quand vous partez au travail, quand vous en revenez, les jours que vous prenez, si vous pouvez vous le permettre, pour vous occuper de vos enfants. Ils vous impactent en tant que grands-parents, parce que ça influence les moments de la journée, les jours de la semaine, les semaines de l'année, durant lesquelles on vous demande de vous occuper de vos petits-enfants. Les rythmes scolaires, ils rythment la vie de l'entreprise, les horaires des commerces, tous les lieux d'accueil du public. C'est un enjeu qui appartient à tous les citoyens et pas uniquement au conseil municipal. Et pas uniquement aux parents, pas uniquement aux professeurs, pas uniquement aux équipes d'animation. Mais bien à toutes ces personnes à part égale. Et plus encore, c'est un enjeu qui appartient aux enfants, car si l'école et le centre de loisirs ne doivent avoir que l'intérêt de l'enfant,
alors les rythmes scolaires ne doivent être faits que pour eux. C'est pourquoi nous proposons une convention municipale sur les rythmes scolaires pour réintroduire de la science et du consensus dans cette question. La proposition finale des rythmes scolaires établie par cette convention sera transmise telle qu'elle, c'est notre engagement, au directeur académique des services de l'éducation nationale. Parce que l'émancipation, ce n'est pas seulement un objectif des politiques publiques, c'est aussi une manière de gouverner. Et je voudrais terminer et conclure en vous disant que nous assumons un optimisme politique. Nous assumons que municipaliser l'action publique, c'est pour les citoyens et les citoyennes que nous sommes, une reprise collective du pouvoir. Nous assumons que l'enfant, c'est un enjeu démocratique d'émancipation, un objet politique véritable. Et avant de partir et de laisser ma place, je voudrais vous livrer cette idée de Célestin Freinet dans l'École du peuple en 1934, que je me suis permis de paraphraser légèrement. L'école du peuple ne peut être que l'œuvre du peuple lui-même. Elle n'est pas un refuge à l'écart de la vie, mais un atelier où l'on travaille à se libérer. Là où l'enfant agit, coopère, crée, il conquiert sa liberté. L'éducation doit être faite pour la vie et par la vie, afin que chacun et chacune puisse devenir maître de son destin et participer à la communauté. Merci à vous. Merci Robin. Alors, je vous signale que si vous voulez retrouver l'intégralité de notre programme, comme j'ai dit tout à l'heure, vous pouvez le retrouver sur notre site internet lfi-saintjacques.fr. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook et sur Instagram. Et plus fort encore, vous pourrez revivre et même partager ce meeting qui sera disponible sur YouTube. Et maintenant, place à Sacha, 25 ans, artiste, auteur dans les jeux vidéo et l'animation. Elle va vous parler d'urbanisme, mais pas seulement. Elle vous dira comment nous comptons valoriser l'existant, rénover les logements et adapter notre ville au réchauffement climatique. Sacha vous présentera notre programme écologique. Vous présentera notre programme écologique et nos actions pour lutter contre l'extrême droite. Parce qu'une ville juste, durable et solidaire, ça se construit avec audace et courage. Sacha, c'est à toi. Moi j'ai beaucoup de choses à dire apparemment. Je dois malheureusement commencer par une mauvaise nouvelle. Moi aussi je vais vous parler de politique. Avec Dimitri et le collectif, pendant l'année qu'on vient de passer, on s'est souvent demandé en fait si on arriverait à bouger les choses. On a commencé, on n'était que 2 ou 3 à vouloir s'engager. Et c'était difficile, surtout dans une ville qui, il faut le dire, a été gagnée de manière plutôt écrasante par le Parti Socialiste depuis 55 ans consécutifs maintenant. On s'est dit qu'on allait d'abord écouter ce que les gens ont à nous dire et comment on pourrait être utile. On a mené depuis 1 an une 50aine d'actions de porte-à-porte et de tractage. C'était pas évident tous les jours, surtout avec le point de départ qu'on avait, parce qu'on ne s'est jamais été présenté avant à une élection municipale. Et on avait un principe, c'est, bon, on se tait et on écoute ce que les gens ont à nous dire. Ce qui est revenu le plus, c'est que ce soit à la Morinet ou au Pigeon Blanc, au quartier de l'aéroport, les gens ont trop de mal à se loger. Les gens trouvent qu'il n'y a pas assez d'activités et de petits commerces dans la commune. Les jeunes, notamment des quartiers populaires, ont du mal à s'en sortir et que la mairie ne considère pas assez les habitants et les habitantes. Pourtant, le Parti Socialiste avait les régions, avait Hollande, avait le Sénat, ils avaient l'Assemblée. Ils ont eu 55 ans pour répondre à ces souffrances et à ces difficultés dans notre commune. Qui, ici, a déjà eu l'écoute d'un élu municipal? Ils ont eu 55 ans pour faire la cantine bio et gratuite, 55 ans à laisser les logements sociaux pourrir, 55 ans à laisser les grands supermarchés hors de prix nous piller. À l'heure où je vous parle, ça a été dit, on est la seule liste à vous présenter un programme ce soir.
Qui plus est, un programme complet de rupture, qui affronte directement les difficultés de pouvoir d'achat, la crise du logement, le défi écologique, le racisme et les discriminations, et pour dire, qui affronte le véritable responsable, le capitalisme. Nous vivons dans une commune qui trop souvent ressemble à une ville dortoir, que ce soit pour faire ses courses, pour travailler, pour se faire plaisir une fois de temps en temps, il faut souvent prendre la voiture et aller ailleurs. Ici, à Saint-Jacques, c'est trop cher de faire ses courses et c'est trop dur de trouver un emploi. C'est le marché qui fait que tout est trop cher, qui nous fait payer autant pour garder nos enfants ou pour les nourrir. C'est la spéculation immobilière qui fait exploser nos loyers. Tout le monde subit la crise du logement. Les années d'attente pour avoir un logement social, arriver dans un logement insalubre, ou payer trop cher son loyer dans le privé. Pour nous toutes et tous, pour nos voisins, pour celles et ceux qui arriveront, nous voulons que Saint-Jacques soit pionnière dans l'accès à un logement digne pour toutes et tous. Face à ce marché, nous appliquerons partout où c'est possible l'encadrement du prix des loyers. Nous développerons une cellule de défense des locataires pour lutter contre les abus, ainsi qu'en mettant en place des contrôles d'hygiène et de salubrité dans les logements pour obliger les propriétaires et les bailleurs à se mettre en règle. Notre mairie sera de toutes les batailles pour que chacun et chacune puisse vivre décemment chez soi, et pas uniquement sur le logement. Nous voulons mettre fin à la domination des forces de l'argent et revenir à une ville des biens communs. Nous ferons une revue générale de tous les partenariats de la ville avec le secteur privé. Nous passerons en régie publique la cantine pour la rendre bio, locale et gratuite pour celles et ceux qui ont des bas revenus. Nous multiplierons les initiatives associatives et coopératives, notamment pour aider celles et ceux qui ont du mal à finir les fins de mois. Mais nous savons qui est notre principal adversaire dans cette élection. Son score était de 65% aux dernières municipales. Ce que nous voulons faire reculer avant tout, c'est l'abstention. C'est ce dégoût qu'on a toutes et tous de la classe politique. C'est de ne plus pouvoir croire en rien ni personne. S'il y a bien un seul reproche qu'on ne peut pas faire à la France insoumise, c'est de ne pas tenir ses engagements. Nous sommes les seuls aujourd'hui dans le monde politique à ne jamais transiger sur la fidélité au programme, ni au mandat sur lequel nous sommes élus. Mais respecter ses promesses ne suffit pas non plus pour faire la politique que l'on souhaite. Il faut aussi la faire avec tout le monde. Chaque génération est un peuple nouveau. La France d'aujourd'hui est une nouvelle France, une France brassée par l'immigration, une France où les femmes ont arraché leurs droits, une France où les citoyens et les citoyennes sont libres de choisir leur genre et leur orientation sexuelle. C'est cette France qui brille et qui rayonne à travers le monde, par son talent intellectuel, sportif, artistique. En politique, tout ce qui est fait sans nous est fait contre nous. Vous l'avez sûrement déjà remarqué, mais nous sommes toujours gouvernés par les mêmes. Et les autres sont toujours exclus du processus politique ou brandis comme symbole de bienveillance. Pas avec nous. Personne ne sera à l'écart. Et si on gagne, c'est cette France-là qui dirigera la mairie. Il y a l'abstention, mais il y a aussi les absents. Il y a un sujet qui n'existe presque plus dans les discussions politiques aujourd'hui, et c'est celui du réchauffement climatique. Il est désormais inévitable et déjà en marche. On se souvient toutes et tous de cet été caniculaire qu'on a vécu, que ce soit chez soi quand on vit dans une passoire thermique, ou sous le soleil sur la dalle, ou en sortant du métro. Nous avons besoin de nous y préparer et d'y faire face collectivement. Alors vous connaissez sûrement la phrase qui dit que l'écologie qui ne remet pas en cause le capitalisme, c'est du jardinage. On n'a rien contre le jardinage. Ah bah ouais, je veux bien que tu me le files. On propose même de multiplier les jardins partagés dans la commune, mais c'est pas la question. Ce qu'on voudrait surtout rajouter, surtout à Saint-Jacques, c'est que l'écologie qui est faite sans les gens, c'est du bavardage. Penser que réduire le nombre de poubelles dans la commune ferait baisser le nombre de déchets, c'est du bavardage. Faire une opération de com' en mettant une scène de crime autour des déchets dans la commune, c'est aussi du bavardage. Il faut mettre en place une toute autre logique. Déjà, on embauche quelqu'un pour s'occuper de la propreté communale et des déchets dans la commune. On lance un grand plan de rénovation thermique, des logements et de production d'énergie renouvelable dans la ville. Et on devient résilient face aux canicules. On installe des brumisateurs, des points d'eau et des zones ombragées l'été,
près des commerces, que ce soit sur la dalle, près des arrêts de bus, etc. Ça, c'est pas de la com. On aide les gens à s'en sortir plutôt que de leur râler dessus. Bon, et puis en parlant de poubelle, parlons de l'extrême droite. À Saint-Jacques, on pourrait être tenté de se dire que c'est relativement calme. Mais même à l'échelle municipale, il faut mener la lutte contre l'extrême droite. Dans toute l'Europe et dans le monde entier, les scores de l'extrême droite montent, les politiques racistes et discriminatoires augmentent, car certains pensent leur récupérer des voix en appliquant leur programme. C'est Macron qui nous fait une loi immigration presque tous les ans, qui organise des rafles dans les gares de ce pays. Mais c'est aussi le PS britannique, félicité par notre PS à nous, qui depuis qu'il est au pouvoir stigmatise et exclut les personnes trans en nourrissant le narratif qu'elles seraient un danger pour les femmes. C'est le même narratif partout. Ils n'ont aucune imagination. Oui, il faut le dire, il y a toujours des gens à désigner comme une minorité qui nous pourrit la vie. Sur ce point-là, ils ont raison. Oui, il y a une minorité qui nous pourrit la vie. C'est celle des ultra-riches, c'est celle des évadés fiscaux, c'est celle des corrompus. C'est contre celle-là qu'il faut se battre. C'est pour cela qu'il ne faut pas perdre de vue la lutte contre l'extrême droite. Moi-même, je pensais qu'à Saint-Jacques, bastion de gauche, on serait épargné. Certains et certaines d'entre vous savent qu'il y a à peine 3 mois, je me suis fait agresser par un militant d'extrême droite qui est venu me voler mes affiches, me frapper à plusieurs reprises et en me disant de dégager. Sur le coup, bon, je ne me suis pas laissé faire, j'avais un camarade qui passait par là et qui m'a aidé à le faire partir, mais j'ai une petite confidence à vous faire. Quand je suis rentré chez moi le soir, je n'ai pas vraiment réussi à dormir, et le soir d'après non plus. J'ai eu peur et je me suis demandé pourquoi ça m'arrivait à moi. J'ai réfléchi et je me suis demandé pourquoi on faisait tout ça au final. Pourquoi on s'appelait insoumis. Et je me suis rappelé d'une phrase qui disait que quand les femmes se mettent en première ligne en politique, c'est que les puissants s'apprêtent à perdre. Et le jour d'après, j'ai pris mon vélo pour aller coller des affiches. Et toutes les semaines d'après encore. Et depuis cette journée, toutes les semaines, je prends mon vélo pour aller coller les affiches que vous voyez à la télé. Mais nous ferons passer, mais pas nous, pas moi et pas les insoumis, ça vous pouvez en être sûr. Nous avons toutes nos chances de mettre fin à ce pourquoi nous sommes toutes et tous rassemblés ce soir. Nous sommes toutes et tous dégoûtés par le monde politique pourri dans lequel nous vivons. Et nous pouvons y arriver. Les Jacolandins et les Jacolandines ont voté à 35% pour notre candidat aux dernières élections présidentielles. Vous n'êtes pas venus simplement parce que l'affiche était jolie, même si j'ai fait de mon mieux pour qu'elle le soit. Vous n'êtes pas non plus seulement venus pour écouter notre merveilleuse députée qui intervient ce soir, même si son discours, je le sais, sera incroyable, mais parce que vous voulez témoigner d'un message politique qu'il faut entendre. Vous ne voulez plus de ce monde ravagé et pourri par le fric. Nous toutes et tous ici faisons progresser un mouvement inarrêtable de l'histoire, celui de la lutte pour la justice, pour l'égalité et pour la dignité humaine. Nous la ferons vivre et nous la ferons avancer seulement et seulement si nous devenons nous-mêmes une force de résistance implacable face au racisme et face à la détestation des autres. Ce poison qui est propagé quotidiennement dans notre pays ne doit pas nous faire tomber. Notre devise n'est pas à géométrie variable. Les puissants de ce pays répandent précisément ce poison pour nous diviser en bas, pendant que eux règnent seuls en haut. Rappelez-vous que le racisme rend impossible notre unité sur nos revendications, car il pointe du doigt autre chose que le puissant qui nous prend tout. Notre devoir est de nous y opposer de toutes nos forces, chaque jour, chaque fois qu'il se présente dans nos propres vies. Il y a besoin de tout le monde. Personne ne doit être sur le côté. Personne n'est inutile ou de trop dans notre combat, quelle que soit sa couleur de peau ou quel que soit son âge. Parce que c'est l'engagement qui change le monde. Parce que c'est cette petite partie de soi que l'on donne à la lutte, même à travers la difficulté que l'on rencontre dans sa propre existence, qui contribue à répandre cette part de bonheur qui sans cela ne se répand pas. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, quelle que soit l'ampleur de la souffrance qui peut parfois nous entourer, nous tenons le flambeau à la main. Oui, on peut vivre mieux. Oui, on peut changer le monde, car oui, nous voulons le changer.
Merci Sacha. Vous connaissez désormais notre programme. Nous vous invitons vraiment à nous rejoindre sur la liste Tracer l'avenir de Saint-Jacques. Vous pouvez nous rejoindre du coup en laissant vos coordonnées, je pense, là-bas. Voilà, on vous attend nombreuses et nombreux à la fin de ce meeting. Sachez qu'après, nous vous proposons de rester pour réaliser une photo tous ensemble, pour garder un souvenir de ce moment convivial. Et d'ailleurs, un moment convivial, nous le poursuivrons autour d'un verre. Mais avant cela, parlons d'exemple, d'engagement, d'inspiration. Nous avons la chance de recevoir une personne qui incarne tout cela. Elle a commencé son parcours par l'écologie comme porte-parole des Amis de la Terre. Elle a milité, revendiqué, osé se lever aux côtés des Gilets jaunes. Elle a cru en un projet, elle l'a défendu jusqu'à se présenter aux élections législatives de 2022, puis de 2024, pour la 4e circonscription de Seine-Maritime. Elle a pris part à la flottille pour la liberté. Elle a été frappée et emprisonnée pour cela. Elle est la preuve que chacun de nous peut faire bouger les choses. Alors sans plus attendre, c'est avec une immense joie et un profond respect que nous accueillons notre camarade, député de Normandie, qui nous fait l'honneur d'être parmi nous ce soir. Merci d'accueillir chaleureusement Alma Dufour. Ça me touche infiniment. Je suis très contente d'être là ce soir. Déjà, avant de commencer à parler, je voulais vous adresser tous mes encouragements à tous les membres de la liste, tous ceux qui la rejoindront, à tous les citoyens, et vous dire effectivement à quel point on est dans un moment clé et à quel point ce que vous faites est important. Et ça m'a touchée ton histoire, Sacha, parce que justement, je voulais vous faire part en fait de ce que je vis ces derniers jours. Vous savez, on se demande toujours un peu, par moments, pourquoi on fait les choses. Est-ce qu'on y arrivera? Est-ce que nos convictions, les convictions profondes qui nous habitent, trouvent une résonance chez les gens? Et ça m'a beaucoup frappée parce qu'en une semaine, j'ai plusieurs jeunes adultes ou adolescents qui sont venus me voir, des personnes donc, racisées, et qui m'ont dit à quel point notre action était importante parce qu'ils avaient peur. Ils et elles avaient peur. Et notamment une jeune fille de Rouen qui m'a dit « Vous êtes la raison à la France Insoumise qui fait que je retarde, on va dire, mes plans de quitter la France parce que je suis en train de tout mettre en œuvre pour pouvoir partir de ce pays qui n'a pas l'air de vouloir de nous. » Un jeune homme aussi qui m'a dit devant la gare Saint-Lazare « J'ai peur. » Il a 18 ans, 19 ans, je pense même pas plus. Et il me témoigne cette peur. Tu t'es fait agresser. Et donc tu montres en fait à quel point aujourd'hui, si pour certains, même si les choses ne vont pas bien économiquement, et j'y reviendrai, ça peut encore aller, on n'a pas l'impression que la société devient une menace. Elle est déjà une menace pour beaucoup de gens. Et c'est absolument essentiel que la France Insoumise soit ce rempart. Parce que le besoin de protection est immense. Et le besoin de consolation aussi, comme dirait René Char, un poète que j'aime beaucoup. Je pense qu'on arrive à un point de bascule où effectivement nous avons une responsabilité immense de protéger notre jeunesse, de protéger les plus vulnérables, de protéger aussi les classes populaires dans leur ensemble, les retraités, de protéger et d'aimer, de consoler, de réparer un peu ce monde qui est quand même en train d'être sérieusement malmené. Et tu as parlé de Gaza, je pense que c'est pas anodin. Évidemment, c'est pas anodin, c'est un génocide, mais ça a créé un impact énorme en fait sur les consciences, sur les âmes, et ça nous force à accepter l'inacceptable. Et en forçant les gens à accepter l'inacceptable, on brise aussi un peu ce qui est en eux, leur cœur en fait tout simplement, et leur capacité de résistance. Et on ne doit pas seulement s'assurer effectivement que le ventre des enfants soit plein, même si c'est la base de la base, et je te rejoins absolument, mais aussi que leur cœur soit le plus intact possible. Et là, encore une fois, on nous a beaucoup reproché, on nous a beaucoup...
plus que reproché. On nous a traînés dans la boue, on nous a stigmatisés, on nous a diffamés aussi. J'en ai fait des frais sur cette question de Gaza pour avoir osé nous lever et refuser l'injonction médiatique au silence. Et si nous l'avons fait, évidemment, nous l'avons fait pour chaque vie et chaque Palestinien et Palestinienne. Nous l'avons fait pour l'idée même de l'humanité et de l'enfance. Mais nous l'avons fait aussi pour les jeunes Françaises et les jeunes Français. Parce que moi, je ne supporte pas que des jeunes grandissent dans un monde où on a décidé, on a admis qu'il était acceptable de tuer des enfants et que ce soit filmé en 4K. Moi, je vais passer de sujet, mais c'est pour dire qu'on l'a fait aussi pour notre société. Parce qu'une société qui laisse faire ça est une société qui ouvre les portes à tant de choses. Et la frontière, elle bouge, vous savez. Quand vous êtes capable de déshumaniser quelqu'un, fut-il d'un pays étranger, à ce point-là, vous finirez par déshumaniser des Françaises et des Français, on le voit d'ailleurs aujourd'hui, et vous finirez par déshumaniser votre voisin. Et c'est ça la logique de la haine, et c'est ça la logique du fascisme, en fait, qui est en train aussi de prendre possession de certains cœurs, et notamment dans les élites. Dans cette époque de basculement, oui, beaucoup de Françaises et de Français nous le disent, ils ont besoin d'une force de protection, parce que sur CNews, 365 jours sur 365, comme tu l'as dit, certains de nos compatriotes sont jetés en pâture, je dis nommément évidemment les musulmans, quand l'immigration fait l'objet d'un bandeau par jour pour nommer des coupables et attiser la haine, quand il y a de fait, et très mécaniquement, une explosion des agressions racistes et antisémites dans notre pays, quand on est déjà quand même à 3 personnes décédées de crimes racistes en moins d'1 an, et que ça ne fait pas l'objet d'une réflexion et d'une alerte, quand les élites ne font même plus semblant de vivre dans un autre monde que le nôtre et que les règles ne s'appliquent pas à elles et eux, parce que bon, il va falloir quand même que je revienne sur cette affaire assez incroyable. On est passé du féminisme, la grande cause nationale d'Emmanuel Macron en 2022, à Gérard Depardieu encensé comme un honneur pour la France après la sortie d'un documentaire absolument édifiant sur sa manière de parler d'enfants mineurs, en fait. Jusqu'à donc le clou du spectacle, la révélation de l'année, j'ai nommé Brigitte Macron qui a jugé bon devant caméra, en plus en sachant tout à fait qu'elle était filmée, de traiter de sale conne toutes les militants féministes qui étaient venus pour s'opposer à un spectacle en fait, d'un comédien qui s'appelle Harry Habitant, que vous avez dû suivre un peu l'histoire, mais en tout cas qui a été effectivement pas acquitté, mais qui a fait l'objet d'un non-lieu, ce qui est quand même toute une grande différence, et notamment quand on parle d'affaires de viol. C'est-à-dire qu'un non-lieu, c'est qu'il n'y a pas assez d'éléments et que quand, dans un doute, en fait, la justice veut que le doute profite à l'accusé. Mais ça ne veut pas dire un acquittement. Bon. On laissera l'histoire juge, en tout cas, cette affaire judiciaire, mais quoi qu'il en soit, le comportement de la première dame a été absolument inique et un énième crachat de plus dans la figure des Françaises et des Français qui demandent le respect. Voilà, je veux dire, c'est la longue suite des insultes au peuple français qu'on a vu fleurir dans l'entourage de Macron. Je vais juste vous répéter quelques-unes de mes préférées. Alors, il y avait Jojo le gilet jaune. Il y avait donc, ceux qui ne sont rien. Ceux qui ne sont, il faudrait qu'on fasse un vote pour savoir le top 3, quoi, le top 3 des phrases qu'on préfère. Ceux qui ne sont rien. Les Rabzouz, les Mamadou dans les urgences, la bande de Tarlouse aussi, je crois, je sais plus de qui il parlait. Donc ça, c'est Macron dans le texte. Nous avons maintenant les Salpons pour désigner les féministes. On avait aussi les Amish pour désigner les écologistes. La Croisière s'amuse pour désigner les militants et militantes qui ont pris le risque effectivement de finir en prison, voire pire, puisque quand on est embarqué, ça c'est des choses dont les médias n'ont pas parlé, mais nous avons été menacés. Le gouvernement israélien a appelé les ministres de la Défense en disant qu'ils tireraient sur les bateaux pour tuer. Donc nous avons dû voyager avec cette information-là et nous avons dû supporter les commentaires et les mensonges de la classe politique et médiatique à l'égard des participants à la flottille, comme si ça ne suffisait pas. Mais nous, ça me va. Moi, je suis absolument immunisée contre leurs insultes et leurs critiques. Parce que pour moi, très très honnêtement, ce sont déjà des gens qui appartiennent au passé. Donc
pour être blessé, il faudra encore avoir un peu de respect, mais c'est pas le cas, donc vraiment je n'ai que de respect que pour le peuple français, et pas certainement pas pour les gens qui occupent aujourd'hui des places qu'ils occupent depuis trop longtemps, et pour produire un résultat dont vous êtes juge ce soir et dont vous avez commencé à parler. Donc cette élite qui a quand même accouru au chevet de l'ancien président Nicolas Sarkozy d'une manière absolument éhontée, avec un de ses amis qui a quand même s'est permis de dire à la télé que la prison c'était pas pour les gens comme Nicolas Sarkozy, qui n'étaient pas des animaux. Donc tous ces gens qui n'ont pas arrêté de dire que la prison c'était le Club Med depuis 2 ans, 3 ans, en disant qu'on pouvait se faire tout livrer, qu'on pouvait avoir des PlayStation, des Wii, des machins, etc. étaient là, mais vous imaginez Sarkozy un jour en prison, comment va-t-il faire, le pauvre homme, et nous raconter l'intérieur de sa vie en prison jusqu'à ce qu'il sorte un livre qui s'appelle Journal d'un prisonnier. Je veux quand même rappeler... Non mais c'est quand même... Non mais vraiment là... Pardon mais... Vous l'avez pas lu? Non, je ne l'ai pas lu, il paraît qu'il est bien. Non mais il paraît qu'il est... ça pourrait être un one-man show tellement c'est drôle. Il dit que quand même il s'assoit sur une chaise froide. Oui, sur une chaise froide. Et qu'il doit composer 10 chiffres pour faire... pour appeler quelqu'un. Oui, 10 chiffres comme le nombre de chiffres dans un numéro de téléphone. Ok. Et non, c'est absolument délirant. Tout en ce serait drôle si c'était pas si grave, puisque l'affaire qu'on lui reproche est quand même terriblement grave. Voilà, un crime. N'oubliez pas qu'en fait, ça part d'un attentat commis par le beau-frère de Mouammar Kadhafi, qui a causé la mort de 155 personnes, dont 55 françaises et français. Il lui est reproché d'avoir magouillé avec Kadhafi pour faire libérer le beau-frère, d'avoir touché de l'argent pour se faire, et puis après, vous connaissez la suite et la guerre en Libye, mais je veux dire, il y a des vies françaises et des vies françaises qui sont en jeu dans cette affaire, et la légèreté et l'impunité avec laquelle ils essayent de nous faire accepter, en fait, quelque chose qui est très simple, c'est-à-dire que le droit n'est pas le même pour tous et toutes, et que nous sommes donc officiellement en oligarchie. En oligarchie. Donc cette élite a tremblé des genoux pendant quelques semaines quand ils ont vu qu'il allait prendre un peu de ferme. Finalement, que la confrérie du bracelet électronique se rassure, il aura pris qu'un mois et il est ressorti bien en forme visiblement. Il a publié son livre. Quand j'entends les fascistes qui disent c'est Nicolas qui paie, moi j'ai plutôt l'impression que c'est Nicolas qui paye pas du tout. Mais ils sont... à quel point c'est absolument scandaleux, et l'attaque quand même consciente et assumée de ces éditorialistes, de ces gens de droite, et aussi de M. Bardella, qui allait encore une fois cirer les pompes de M. Sarkozy, qui a demandé dans l'émission de Léa Salamé, quand on lui a demandé la question qu'il voudrait lui poser, il a dit « Comment trouve-t-il toute cette énergie ?» Je sais pas, c'est vrai que comme Jordan Bardella n'a jamais travaillé de sa vie, il a l'impression que tout le monde a beaucoup d'énergie, notamment Bernard Arnault, parce que Bernard Arnault se lève grand bien lui fasse. Donc Nicolas Sarkozy qui a beaucoup d'énergie, Donald Trump aussi il a beaucoup d'énergie, Poutine, vraiment il est assez fascinant Jordan, mais au-delà de, j'essaie de le prendre avec de l'humour parce que ça fait, au fond, toute personne n'est dupe de cette propagande, même les gens de droite ils disent, il y a un moment donné où ça suffit en fait, et cette histoire de Sarkozy c'est la honte en fait, c'est la honte pour les valeurs, c'est la honte pour les valeurs qu'on essaye d'inculquer aux enfants, mais c'est une attaque en règle d'un système contre les principes les plus fondamentaux de notre démocratie, contre la liberté, l'égalité et la fraternité. Et donc on ne peut pas laisser passer ça sans le noter, parce que c'est un système qui a réussi par la force à faire avaler au peuple français un retour aux inégalités économiques et financières du 19e siècle en réalité, mais qui lui fait avaler aussi le régime qui va avec, c'est-à-dire un régime de plus en plus oligarchique. Et j'ai pas peur des mots que j'emploie, parce que pour moi, ça, c'est une oligarchie, une justice à 2 vitesses, un président qui est coupable d'un fait aussi grave, qui prend qu'un mois ferme et qui ressort pour narguer l'ensemble des justiciables et l'ensemble des citoyens françaises et français, c'est un scandale absolu. C'est un scandale absolu, et que le Rassemblement national, qui a fait son beurre politique sur le dégagisme, sur les élites corrompues, évidemment rempile et soutiennent ce régime quasiment monarchiste, enfin en tout cas cette oligarchie et cette société à 2 vitesses,
est parfaitement révélateur de leur projet, c'est-à-dire remplacer cette élite pour faire exactement la même chose, avec encore plus de violence, encore plus de haine, parce que ça ne s'arrêtera pas évidemment. Et comme je vous l'ai, je pense, dit, c'est la logique qu'ils ont au fond de leur cœur ne s'arrête pas. Il faut aussi lire Yoann Chapoutot ou juste l'écouter quand il parle de la montée du nazisme. Il explique très bien qu'il y a une pente en fait naturelle dans les régimes fascistes à aller toujours plus loin. Et rares sont les régimes fascistes, ils écrivent déjà fascistes sur le front, ça c'est évident, enfin je veux dire on se balade pas avec un pancarte et c'est pas parce que on n'est pas forcément au Rassemblement National qu'on n'est pas un fasciste déjà, je pense par exemple à... Je pense que vous allez deviner avec de qui je parle. Retailleau. Voilà, exactement. Retailleau, moi c'est simple, des fois je ferme les yeux et j'écoute les différentes phrases qu'il a prononcées et celles de Jean-Marie Le Pen et j'arrive pas à faire la différence. En général, c'est un bon indicateur que quelqu'un a déjà passé l'arme à l'extrême droite, on va dire. Et donc, les fascistes n'ont pas forcément en tête tout le méfait qu'ils vont faire et toutes les horreurs qu'ils vont commettre sur les gens et sur les peuples. Et c'est souvent une pente. Et c'est souvent une pente qui découle de leur logique même et de leur vision même de l'être humain et du fait qu'ils ne croient pas en cette valeur absolument fondamentale qu'a rappelé Jean-Luc Mélenchon il y a samedi dernier, c'est-à-dire l'humanisme, tout simplement. Tout simplement l'humanisme. Le fait qu'au cœur de chaque personne, de chaque être, il y ait quelque chose de commun, une vérité que l'on partage toutes et tous et qui mérite que l'on soit traité avec le même respect, le même amour et la même égalité de droits, évidemment. Et ça, c'est quelque chose qu'ils ne partagent pas. Ils ne partagent pas l'idée qu'il n'y a aucun étranger sur cette terre. Ils ne comprennent pas que quand ils parlent d'identité nationale, une bouffée d'air sur 5 que l'on respire, elle provient de l'Amazonie. Ils veulent arrêter le changement climatique avec des frontières. Ils parlent de choses dont ils n'ont aucune conscience. Et la protection n'est pas leur enfermement sur soi. Nous avons besoin de protection, mais eux, ils vendront notre pays à la découpe et ils feront taire les gens en jetant des catégories entières de la population sous le bus. Donc oui, nous avons besoin de protection. Et je trouve qu'aujourd'hui, effectivement, et je vais parler d'une autre frange de la classe politique, puisque aujourd'hui on est dans l'actualité, le projet de loi de la sécurité sociale a été adopté. Il a manqué 13 voix pour son rejet, 13 voix aujourd'hui. C'est un budget qui enlève encore 4 milliards d'euros par rapport aux besoins des hôpitaux. C'est un budget qui va faire augmenter le prix des mutuelles. C'est un budget globalement qui ne répond pas aux attentes, alors qu'il y a aujourd'hui, je vous le dis, retenez ce chiffre parce qu'on n'en parle pas assez, il y a 1500 morts dans le couloir d'attente des urgences par an en France. C'est plus que le nombre d'homicides. Il y a 800 environ homicides chaque année en France. Aujourd'hui, on a 1500 morts dans le couloir d'attente des urgences et c'est une estimation plutôt basse. Donc on est aujourd'hui une des principales menaces sécuritaires, on va dire, dans notre pays. Elle se trouve dans les hôpitaux et l'effondrement de la capacité des hôpitaux à prendre en charge les citoyens. Et donc forcément, ce budget de la sécurité sociale, c'est pas un détail. Et quand on sait qu'il y a 15 000 postes d'infirmiers et d'infirmières vacants en France parce qu'on n'arrive plus à recruter, parce qu'on ne peut pas les revaloriser, on ne peut pas les décharger même de leur charge de travail, parce qu'aujourd'hui les soignants et les soignantes, ils n'ont même pas plus de salaire, ils demandent juste qu'on les décharge d'une charge de travail qui est devenue absolument colossale. Vous imaginez un secteur où les gens disent oui, les salaires c'est super, mais c'est même pas ça le problème. Là, le problème, c'est que je peux plus faire des astreintes en permanence, je peux plus renoncer à mes vacances, à mes week-ends, je peux plus finir les journées en pleurant, parce que c'est ça aujourd'hui que vivent les soignants. Donc on est sur un secteur qui a vraiment été limé à bout, et donc cet abandon par la gauche, une partie de la gauche, de la cause de l'hôpital public est très inquiétante, parce que au jour où, comme je vous ai décrit cette montée du fascisme, ou comme je vous ai décrit un vrai basculement dans notre société française, et qui évidemment existe aussi à l'international, je ne vais pas ouvrir ce chapitre parce que sinon on en aurait pour des heures, mais globalement le monde change beaucoup, et change très vite, et vous vous en rendez tous et toutes compte, évidemment, le changement climatique, et ça fait longtemps qu'on en parle, mais les affrontements entre puissances sont de plus en plus forts, et la guerre commerciale qui se joue entre les États-Unis et la Chine aura des impacts sur nous très forts. Bref, le monde est en train de changer, les gens ont besoin de protection, et on a le Parti Socialiste, et maintenant les écologistes, c'est ça mon grand regret, parce que moi j'aime
À la base, j'aime beaucoup le parti écologie, je leur reconnais le mérite d'avoir été les pionniers de cette cause-là, qui n'était pas facile à porter pendant des décennies, il n'est toujours pas d'ailleurs, parce qu'on a toujours des enjeux sociaux de plus en plus graves et de plus importants. Mais bon, force est de constater qu'ils se sont abstenus en majorité, donc si le budget est passé, c'est aussi malheureusement grâce à cette abstention. Mais qui veulent nous faire croire que là, le plus important, c'est de négocier 3 places au municipal, etc., mais qui refusent d'ouvrir les yeux et d'accepter le changement dans lequel on est et de voir que chaque jour où le gouvernement Macron et Macron restent au pouvoir, c'est chaque jour où on ne prend pas les choix, où on ne fait pas les choix qui sont absolument nécessaires à protéger notre population. Moi qui suis élue sur une zone industrielle, c'est chaque jour où j'ai peur qu'il y ait une usine de ma circonscription qui ferme et qu'on soit en incapacité de la sauver parce qu'ils feront rien. Voilà ce qui se passe. Et j'imagine pour les ouvriers de Stellantis, puisqu'il y a une usine, très grande usine pas très loin d'ici, chaque jour où ce gouvernement est au pouvoir, c'est chaque jour de crainte en fait, de crainte de se réveiller un matin et qu'on me dise « Ah, ça y est, c'est le jour du PSE, c'est le jour de la fermeture, ça va arriver. » C'est ça qu'on vit, c'est ça que vivent les ouvriers. Ils n'ont pas leur temps en fait, ils n'ont pas le temps de ces petites négociations, ils n'ont pas le temps de retarder le moment où on va tourner la page de cette présidence et de ce modèle qui est allé dans le mur. Parce que je rappelle qu'il y a quand même 64 000 faillites aujourd'hui, c'est un record historique. Ces gens qui nous avaient vendu le Mozart de la finance, il est tombé dans la fosse d'orchestre avec tout son gouvernement. Ils sont incapables de prévoir le déficit, ils sont incapables de prévoir la croissance, ils coupent 70 milliards dans les services publics depuis 2 ans, ils ont toujours le même niveau de déficit. Il y a 64 000 faillites, un record historique. Et vous voulez que ces gens-là nous donnent des leçons et continuent à gouverner le pays? Je veux dire, ce n'est plus possible. C'est une question d'urgence absolue, c'est une question vitale. Et comme je vous dis, il y a des usines, une fois qu'elles ferment, elles ne réouvriront plus. Donc c'est pas un jeu. Les vies qu'on perd à l'hôpital, on ne les récupérera pas. Les soignants qui claqueront la porte parce qu'ils sont fatigués, ils ont fait le burn-out de trop, ils ne reviendront pas, même si on leur donne 100 €, 200 € d'augmentation. Idem pour la protection de l'enfance, où les éducateurs souffrent de leurs conditions de travail et où on est obligé de voir aussi ce service public absolument majeur s'effondrer sous nos yeux. Idem pour l'enseignement, idem pour les profs, idem pour les ATSEM, idem pour les AESH, bref. On n'a pas le temps d'attendre leur stabilité. La stabilité, elle ne vaut que pour leur siège, elle ne vaut pas pour la vie des gens. La vie des gens, elle est sévèrement impactée. Et dans une période de grande crise, j'ai envie de dire, c'est assez simple en fait, il n'y a que 2 côtés duquel on puisse être, avec ou contre le peuple. Et aujourd'hui, je pense qu'on est arrivé à un moment comme ça. Et que c'est pour ça que quoi qu'en disent les médias, quelles que soient les propagandes dont on fait l'objet, quelles que soient les tentatives de nous diffamer, de nous discréditer, etc., la France insoumise apparaît aux yeux de plus en plus de monde comme le vrai rempart, comme la vraie solution, parce que nous nous projetons dans un avenir qui est compliqué, mais nous avons les solutions. Notre programme économique, en fait, répond à la crise actuelle. Nous sommes capables de prévoir le déficit, la croissance et de créer des emplois en France. Nous l'avons toujours dit, ce qu'on dit arrive. Ce sur quoi on alerte se passe. Même sur un exemple très très bête, mais la maladie là, qui frappe aujourd'hui les troupeaux de bovins dans l'est de la France notamment. Mais en fait, c'était une collègue à moi dont tout le monde se fichait, qui a écrit à la ministre dès juillet en lui disant « Mais attendez, vous ne pouvez pas gérer l'épidémie comme ça va mal se terminer, les agriculteurs ont peur de vous, ils ont peur de signaler ce qui se passe parce que vous abattez les troupeaux sans aucune humanité, ni pour eux, ni évidemment pour les pauvres bêtes. Alors que ce n'est pas une maladie mortelle, ni même pour les vaches et certainement pas pour l'homme, vous n'indemnisez pas correctement, il y a le Mercosur qui arrive, ils ne voudront pas vous dire, et c'est exactement ce qui s'est passé. Et on en a marre en fait d'avoir alerté, dire vous l'avez dit, c'est pas une réponse ça. Mais je suis aujourd'hui pleine d'espoir pour mon pays parce que je me sens pas perdue. Et je sais qu'avec la France Insoumise, nous ne sommes pas perdus. Nous savons où nous devons aller et notre programme correspond en tout point aux aspirations du peuple. Je vais rebondir sur un dernier point, sur 2 derniers points qui me semblent particulièrement essentiels pour une campagne municipale. C'est effectivement la question du logement, tu l'as dit. Je veux dire, il n'y aura pas d'amélioration de la vie des gens tant qu'on laissera le logement grignoter à ce point-là le pouvoir d'achat des ménages, je veux dire, et qu'on laissera vivre des gens dans des logements de plus en plus insalubres, et notamment dans le parc social. Je vois que vous avez la même chose, le même fléau vous touche que chez nous, c'est-à-dire que moi, chez moi, dans les villes de ma circonscription, il y a plus de 50% ou 60% des bâtiments qui sont des logements sociaux.
mais ils sont dans des états absolument effrayants. Enfin, c'est des films d'horreur, quoi. Vraiment, c'est de la moisissure du sol au plafond, des enfants qui tombent malades. Enfin, on est vraiment sur des choses très très lourdes. Et puis au-delà de ça, au-delà des cas vraiment d'insalubrité chronique et de l'inaction des mairies, parce que pareil, moi c'est que des mairies socialistes et ils n'en ont absolument rien à faire. C'est-à-dire que c'est moi qui dois faire les constats chez les locataires à 23h, qui doit prendre des photos, les envoyer à l'ARS qui ne se déplace pas. Enfin, on nage en plein délire. Il y a une collusion avec les bailleurs sociaux évidemment et des intérêts bien compris où personne n'agit et où nous sommes les seuls en fait pour nous battre jusqu'au point où on doit monter des collectifs de locataires et saisir la justice tellement on n'arrive pas à obtenir de résultats. Mais au-delà de ça, il y a la question effectivement du pouvoir d'achat que j'ai dit. En fait, le logement explique beaucoup des problèmes dans lesquels nous nous trouvons aujourd'hui et beaucoup, une partie je pense du vote Rassemblement National qui est très fort dans ma circonscription, où en fait globalement les gens te disent, ceux qui ne sont pas animés en premier lieu par une pulsion ouvertement et débordante raciste, te disent moi j'ai voté à gauche toute ma vie, j'ai vu les alternances et ça n'a jamais rien changé. C'est en général des gens des classes moyennes basses, etc. Et parce qu'il est vrai que ça n'a jamais rien changé pour eux. En effet, ça a empiré. Pourquoi? Parce que les salaires ont décroché par rapport au prix de la vie. On le voit aujourd'hui avec l'inflation dans les supermarchés dont vous avez parlé, avec l'électricité. Mais avant ça, il y avait le logement. En fait, en 20 ans, le prix du logement a pris 160%, alors que le salaire moyen des Français prenait 29%. Tout le problème en France, de déclassement, de perte de pouvoir d'achat, d'économie qui tourne au ralenti, de petits commerces qui ferment, de petites PME qui ferment, etc., il vient de là. Il vient de là et de l'abandon de l'indexation des salaires sur l'inflation par le Parti Socialiste. En 1983, j'ai d'ailleurs défendu une loi pour la réintroduire il y a 1 an, et les macronistes et le Rassemblement National ont voté contre. Vous n'oublierez pas de le dire à qui de droit, puisque là je pense que absolument tout le monde est concerné, privé comme public. Et je voulais revenir sur une autre mesure, donc le logement hyper important. Et oui, dans le logement social, il y a manière de forcer les bailleurs à maîtriser les loyers, à arrêter de les indexer sur l'inflation, à faire des charges honnêtes. Je vous conseille quelque chose, regardez à l'euro près les charges, parce que c'est un scandale énorme, les charges qui aujourd'hui sont perçues pour des entretiens qui ne sont pas réalisés. Et la question de la démocratie, et la question du référendum d'initiative citoyenne locale et du conseil que vous avez présenté, pour moi c'est absolument fondamental. Pour moi on sortira de la crise en France, de cette crise de défiance dans les institutions qu'en redonnant le pouvoir au peuple. Et je pense que c'est une des plus belles choses que la France Insoumise propose pour cette élection et propose à la France pour le long terme, c'est de permettre, déjà au niveau local et bientôt au niveau national, nous l'espérons, la reprise en main de la souveraineté populaire, parce qu'en fait, elle a été confisquée. Et tu l'as dit, je l'ai dit, l'oligarchie, mais c'est vrai, ces gens-là n'ont plus l'impression que c'est le peuple qui décide. Ils ont oublié que c'est le peuple qui décide. Et je le pense vraiment. Ils n'ont pas peur du peuple, ou des fois peut-être un peu, mais ils ont en tout cas une police bien armée et bien aux ordres pour stopper les mouvements sociaux comme les Gilets jaunes, mais ils ont oublié ce que c'était. Et c'est notre devoir le plus fondamental de redonner cette souveraineté au peuple et de montrer aux gens que c'est possible. Et je pense que ça nous aidera pour gagner au niveau national, évidemment, mais que ça va faire énormément de bien à notre démocratie, parce que je finirai par un adage qui, pour moi, résume un peu toute la discussion qu'on a eue et sur, effectivement, l'élitisme dans les municipales. Enfin, je ne vous parle même pas de l'élitisme à l'Assemblée nationale, puisque je crois que la part d'ouvriers et d'employés, elle passe de 10% dans les mairies à 5% à l'Assemblée. C'est une pyramide, effectivement, de déconnexion qui est construite jusqu'au plus haut niveau de l'État. Et je pense que celui qui incarne le mieux cette pyramide, c'est Gabriel Attal, qui, toute sa vie, aura fait moins d'1 kilomètre de trajet entre tous ses travails et ses lieux d'études, c'est-à-dire le 7e arrondissement. Littéralement, on a calculé les déplacements de Gabriel Attal entre l'école alsacienne et Matignon et le ministère de l'Éducation nationale. C'est vraiment littéralement à moins d'1 kilomètre, ces lieux de pouvoir-là. Je pense que voilà, on a en lui vraiment l'exemple parfait, l'exemple type, l'échantillon premier de ce que c'est la reproduction des élites. Et donc je finirai par cet adage que j'avais entendu, qui m'avait beaucoup marqué. Rien ne changera tant que les fils de nos chefs seront les chefs de nos fils. Et voilà ce que nous voulons briser, enfin, avec la France Insoumise. Et je pense vraiment qu'on est sur une phase d'espoir. On est dans une phase historique, tu l'as dit. Je pense qu'il y a
Ça va être compliqué, hein, la lutte contre le RN n'est pas gagnée du tout, mais on peut y croire et on a des raisons d'y croire. Parce que partout les sondages nous promettent des très beaux scores, voire des victoires, ce qui était il y a même 5 ans pas du tout le cas au municipal. Et puis n'oubliez pas ce qui s'est passé à New York. Ah, moi je veux dire, excusez-moi, si un pro-palestinien musulman qui doit encadrer les loyers arrive à gagner la mairie où vivent littéralement les hommes et les femmes les plus riches de la planète, je pense qu'on peut dire que la RFI peut gagner à Saint-Jacques-de-la-Lande et dans beaucoup d'autres villes en France. Je vous remercie d'être venus ce soir. Il y a 46% des habitants de la commune, j'ai vu, qui sont arrivés ici depuis 4 ans au moins. Donc il y a très probablement beaucoup de gens qui ne sont pas inscrits encore à Saint-Jacques, qui n'ont pas forcément fait les démarches et qui à la dernière présidentielle ont voté dans leur ancien bureau de vote. N'hésitez pas à aller vérifier ça. Je vous souhaite vraiment beaucoup de succès et j'espère revenir avec un maire qui ne sera qu'un porte-parole du collectif citoyen et qui n'avait pas du tout envie de couper les réponses.